Alain Michel, je vais vous parler du grand événement géopolitique du mois, avec évidemment la signature des accords de Genève sur le nucléaire iranien, mais il s'agit ici d'un événement d'une portée beaucoup plus considérable puisqu'elle concerne la planète tout entière. Se déroulait du 6 au 28 juillet un grand sommet entre les pays des BRICS, c'était le 7e sommet des BRICS, et l'OCS, qui est l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une grande union politique et militaire eurasiatique. Il s'agissait d'une série d'événements, une série de mini-sommets, dont la pointe a été, les 9 et 10 juillet, le sommet des chefs d'État. Aujourd'hui commençait par ailleurs, par exemple, le sommet des organisations de jeunesse de l'OCS. Ça tenait à Oufa en Russie. Oufa, pour ceux qui ne le savent pas, qui est la capitale d'une des républiques autonomes de la Fédération de Russie, le Bashko-Kotorstan. On n'en a pas parlé, Alain Michel, tout simplement très peu dans la presse occidentale. Il y a eu notamment un article dans le Figaro, parce qu'évidemment, on ne veut pas parler de ça. La presse occidentale, c'est une presse aux ordres manipulés. Il ne faut pas révéler que face aux États-Unis s'organise une immense communauté qui regroupe 3 milliards d'hommes et les 3/5 de l'Eurasie. Il ne faut pas non plus expliquer aux citoyens de l'Union européenne qu'une autre Europe est en train de se construire au départ de Moscou. L'Afrique n'en a absolument pas parlé. C'est la grande critique que je fais, y compris à Afrique Média, c'est-à-dire que les médias africains vivent branchés sur les médias de Paris, de Bruxelles ou de Berlin, c'est-à-dire sur une presse aux ordres, et cela leur fait rater beaucoup d'événements mondiaux. La presse russe en a parlé, elle n'a été reprise nulle part en Afrique. De quoi s'agissait-il? C'est très simple. C'était un sommet organisé sous la présidence de Moscou entre les pays des BRICS et les pays donc de l'OCS. C'est-à-dire la rencontre d'une grande organisation économique et financière, les BRICS, et d'une grande organisation géopolitique et politique, l'OCS. Les BRICS, on connaît, au départ d'ailleurs, c'est une notion qui a été forgée par leur adversaire, par les Occidentaux, c'est précisément Goldman Sachs Economics qui a regroupé un certain nombre d'économies émergentes. Ce n'était pas évident parce qu'il y a d'énormes contradictions géopolitiques à l'intérieur des BRICS, mais petit à petit, ils ont accepté le concept et la Russie a essayé d'en faire quelque chose. L'un des buts de la Russie, c'est de transformer les BRICS en une réunion au départ opportuniste des économies émergentes en un ensemble géopolitique cohérent. C'était l'un des buts de ce fameux sommet qui s'est tenu à Oufa. Il y a évidemment au sein des BRICS des contradictions importantes. Les économies n'ont pas la même importance. La puissance de la Russie et de la Chine déséquilibre l'ensemble. Et surtout, il y a des oppositions politiques et géopolitiques, par exemple, évidemment, autour de la Chine et de l'Inde. C'est ça qu'il va falloir résoudre. L'organisation de coopération de Shanghai, elle est peu connue en Afrique. Certains l'ont appelée l'anti-OTAN. C'est une organisation de 7 pays, dont la Chine et la Russie, ex-république soviétique pour les autres. Ils représentent en fait les 3/5 de la surface de l'Eurasie. Avec leurs nouveaux adhérents, l'Inde, le Pakistan et l'Iran, ils représentent 3 milliards d'hommes. Leur produit intérieur brut cumulé a été, pour 2014, de 5 000 milliards de dollars. L'OCS s'occupe également de sécurité. Notamment, il a une institution, une commission antiterroriste. Il a une force d'interposition militaire à destination rapide. Il a notamment tenu plusieurs sommets consacrés à lutter contre les fameuses révolutions de couleur dont je vous parle souvent, la déstabilisation des régimes par les États-Unis. Il a enfin, parce que la plupart sont des producteurs de gaz et de pétrole, il a défini une notion qu'on appelle la souveraineté énergétique et qui a été combattue par les États-Unis et l'OTAN, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie au service des pays qui la produisent comme d'une arme géopolitique. Avec ce sommet sont arrivés 3 nouveaux membres qui étaient précisément des observateurs. C'est le Pakistan et l'Inde. J'y reviendrai malgré leur opposition géopolitique. Et l'Iran,
avec l'Iran évidemment, dont c'est le mois consacrant l'existence comme nouvelle grande puissance régionale, avec l'Iran évidemment, l'OCS se déploie aussi au Moyen-Orient et en Méditerranée. Autour de l'organisation de coopération de Shanghai, qu'on appelle ainsi parce qu'elle a été fondée à Shanghai il y a maintenant une quinzaine d'années, eh bien, il y a un ensemble d'autres unions régionales qui sont organisées par la Russie. Il y a notamment la fameuse Union économique eurasiatique, qui est la deuxième Europe. Moi, j'appelle ça la seconde Europe. C'est une union pour le moment de 4 pays, le Bélarus, l'Ouzbékistan, la Russie et l'Arménie. 3 autres pays ont vocation à la rejoindre très rapidement. Et c'est évidemment un autre modèle d'unification européenne qui est en concurrence directe avec la petite Europe sous domination américaine de Bruxelles. Elle est perçue comme un danger à la fois par Bruxelles et l'OTAN, évidemment. On me reproche souvent sur Afrique Média, lorsque je dis qu'il faut que l'Union africaine s'inspire de l'Union européenne pour faire ce qu'elle a fait de bien et pour surtout ne pas faire ce qu'elle a fait de mal, eh bien, c'est ce que la Russie et les pays membres de l'Union eurasiatique économique ont fait. Ils ont véritablement repris ce qui avait de valable dans l'Union européenne, et il y a notamment à la tête de ce puissant ensemble économique une commission eurasiatique qui s'inspire de la Commission européenne. Il y a également une alliance politico-militaire s'inspirant du traité de Varsovie, c'est l'organisation du traité de sécurité collective. C'est là directement un anti-OTAN. Il y a aussi une union douanière qu'il ne faut pas confondre avec l'Union économique eurasiatique, c'est la communauté économique eurasiatique. C'est un ensemble d'unions douanières qui est en train de se vider de sa substance au profit de l'Union économique eurasiatique. Il y a également, évidemment, autour de tout ça, donc, 3 pôles de force qui sont opposés au monde occidentalo-américain, la seconde Europe qui s'oppose à la petite Europe de Bruxelles, l'anti-OTAN qui est l'OCS et l'OTSC, si elles fusionnaient, ce serait la première puissance militaire de la planète, c'est l'anti-OTAN. Il y a enfin, autour des BRICS, autour de l'OCS et de tout ce mouvement unificateur de l'Eurasie, il y a évidemment la volonté d'en finir avec l'hégémonie mondiale américaine et de déboucher sur un monde multipolaire. C'est en fait pour les géopoliticiens le cauchemar des géopoliticiens américains, c'est le cauchemar de Brzezinski, c'est le cauchemar d'Henry Kissinger qui était le mentor de Brzezinski, puisque leur but évidemment c'est d'empêcher l'unification de l'Eurasie sous des hégémons eurasiatiques que sont Moscou et Pékin. On notera une dernière chose parce qu'elle est importante, le moteur de tout ça c'est Moscou. Moscou a un projet de redevenir une grande puissance, une superpuissance mondiale. Elle a des projets à la fois géopolitiques et militaires, notamment le déploiement de flottes russes dans tous les océans de la planète face aux flottes américaines pour 2050. La Chine, elle, suit dans tout ça. Elle suit parce que ce qui l'intéresse, c'est purement son économie pour le moment, et parce que la géopolitique chinoise est une géopolitique qui est limitée à l'étranger proche de la Chine, c'est-à-dire la mer du Japon, la mer de Chine et l'Indochine. Voilà donc le panorama de ce qui se passe. Le sommet a vu un certain nombre de décisions importantes qui annoncent la fin du monde unipolaire à domination américaine, notamment en matière économico-financière et politique. Il y a eu la mise sur pied de la banque d'investissement des BRICS, on en a souvent parlé, c'est l'alternative, c'est clair et net, aux institutions de Bretton Woods et au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Il y a eu un accord d'association, de rapprochement entre l'Union économique eurasiatique de Moscou et un projet chinois qu'on appelle la nouvelle route de la soie, c'est-à-dire un ensemble puissant d'autoroutes et de pipelines de façon à développer l'économie de tous les pays eurasiatiques, une économie autocentrée dans le cadre d'un bloc continental. On est dans les classiques de la géopolitique. Les Chinois ont mis actuellement dans ce projet 50 milliards de dollars, c'est extrêmement considérable.
Évidemment, ce rapprochement, il est dû à la bêtise des Occidentaux, puisque ce rapprochement n'aurait pas eu une telle ampleur et ce sommet n'aurait peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu l'agression des Occidentaux contre la Russie et la politique des sanctions pour détruire l'économie russe. Ça, c'est le côté positif, mais évidemment, comme toujours, les acteurs de la géopolitique n'étant pas seuls face à eux-mêmes, il y a autour de tout cela un grand jeu géopolitique qui ressemble d'ailleurs au grand jeu qui opposait les Britanniques et les Russes au Caucase et en Eurasie au XIXe siècle. L'OCS, évidemment, vise à déstabiliser le bloc occidental. Elle le fait en essayant d'attirer les maillons faibles de ce bloc. La première, c'est le Pakistan. Le Pakistan a adhéré à l'OCS, mais le Pakistan, c'est aussi le meilleur allié des États-Unis dans la région. L'armée pakistanaise a des liens étroits avec la CIA et l'armée américaine, et surtout, ce sont pour le compte des Américains les parrains du djihadisme depuis longtemps, un djihadisme que combattent précisément l'OCS, Moscou, etc. On va donc voir des changements rapides arriver dans les moyens et le soutien dont disposent des organisations comme Daesh ou les différentes branches d'Al-Qaïda. Certains se posent d'ailleurs la question de savoir si le revirement qui a fait suite au sommet d'Oufa des chefs d'État, le revirement de la Turquie qui est en train de bombarder ses anciens protégés de Daesh ne vient pas de là. Le deuxième pays précisément que l'OCS et la Russie et la Chine veulent attirer, c'est la Turquie. La Turquie est devenue le maillon faible de l'OTAN, principalement en raison, une fois de plus, de la bêtise des Européens. On reporte indéfiniment, d'une façon humiliante, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Géopolitiquement, il faut quand même le rappeler, la Turquie, c'est l'Europe. Et les frontières orientales de la Turquie sont les frontières d'une grande Europe. On ne l'a pas compris à Bruxelles. L'Union européenne ressemble de plus en plus à un club chrétien, avec autour de pays catholiques et protestants. C'est une erreur encouragée par les Américains et qui annonce, c'est un clou de plus dans le cercueil, de la fin de l'Union européenne, l'idée européenne étant déjà morte, notamment dans les aventures de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Ukraine, etc. La Turquie est très intéressée par l'OCS et il y a des déclarations explicites d'Erdogan notamment qui signalent que si on ne veut pas d'eux à Bruxelles, ils seront heureux de choisir la main tendue dans un partenariat égalitaire avec Pékin et Moscou. Précisément, on va y venir, c'est la même erreur qui est commise dans l'ex-Caucase soviétique. Les Américains ne sont pas évidemment inactifs dans tout ça. Ils ont laissé venir le coup, mais c'est une caractéristique de la politique américaine, mais ils ont réagi. Ils essayent notamment de diviser l'OCS en entretenant des divergences avec 4 petits pays qui sont fondateurs de l'OCS, qui sont le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. On appelle ça les 4K ou les 4 stans. Et Washington essaye de les instiguer en leur faisant remarquer qu'avec l'entrée du Pakistan, de l'Iran et évidemment de l'Inde, ils vont perdre énormément de leur poids dans l'OCS. La bataille pour le moment, les points sont à l'avantage de Moscou puisque le Kirghizistan a pris la décision de fermer la base américaine qui était sur son sol et qui avait été ouverte à la suite des événements du 11 septembre. On en vient évidemment au deuxième maillon faible auquel s'attaquent les États-Unis mais aussi la Russie, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, ça a été le meilleur élève de la classe OTAN dans le Caucase, mais ils sont déçus. Ils sont aussi l'une des clés du fameux partenariat oriental qui visait à arracher à la Russie les ex-républiques soviétiques pour les amener non pas dans l'orbite de l'Union européenne mais dans l'orbite de l'OTAN. La politique extérieure de l'Union européenne, c'est la politique de l'OTAN. Ils portent les valises évidemment de Washington et ce n'est pas un hasard si plusieurs dirigeants de ce qu'on appelle la politique de sécurité extérieure de l'Europe, la PESC, sont d'anciens secrétaires généraux de l'OTAN. L'Azerbaïdjan a un conflit
avec un allié de Moscou qui est l'Arménie, pour un territoire qui s'est déclaré indépendant en 1994. C'est ce qu'on appelle le Haut-Karabakh. C'est un territoire avec des Arméniens majoritaires, mais qui était enclavé dans l'Azerbaïdjan. Il y a eu un conflit qu'on appelle gelé. La paix n'a pas été faite. Et il y a une zone de tension permanente entre le Haut-Karabakh, l'Arménie, alliée étroite de la Russie, et l'Azerbaïdjan. Mais l'Azerbaïdjan se rend compte qu'elle est dans une impasse. La correction qui a été donnée en 2008 à la Géorgie, lorsqu'elle a attaqué une petite république, l'Ossétie du Sud, qui était alliée à Moscou, et l'armée russe est intervenue, s'est arrêtée aux portes de Tbilissi. La correction a fait réfléchir évidemment l'Azerbaïdjan sur ce que valait la protection de l'OTAN ou de l'Union européenne. Et on peut espérer que ce conflit d'ailleurs s'apaise précisément si l'Azerbaïdjan rejoignait l'OCS. Le président d'Azerbaïdjan, qui est actuellement, pour des motifs de droits de l'homme, sous le coup d'une campagne de Berlin et de Bruxelles, a déclaré qu'il n'avait plus besoin de cette alliance, qu'il n'avait pas de leçons à recevoir et qu'il était ouvert à une entrée dans l'OCS. Là aussi, les points sont évidemment en faveur de Moscou. Et le troisième maillon faible, évidemment, je vous en ai expliqué, c'est le Pakistan. Il va falloir qu'il résolve son problème à la fois dans le parrainage du djihadisme, mais aussi le problème de ce qu'on appelle le Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, qui a même conduit à un moment donné à une guerre qui n'a pas pris une grande dimension, heureusement, puisque l'Inde et le Pakistan sont deux puissances atomiques, mais les gens se sont battus. Il y a un mouvement de terrorisme au Cachemire qui est appuyé par le Pakistan. Tout ça va évidemment devoir se résoudre avec l'entrée du Pakistan dans une alliance qui n'est plus occidentale, qui est celle de l'OCS. Quand on voit évidemment ce qui se pointe, le dernier maillon faible, c'est l'Iran. Le rêve des Américains, et c'est pour ça que malgré les pressions de leur allié israélien, ils ont signé les accords de Genève, ça serait de faire réorienter l'Iran économiquement vers l'Occident et que les transformations économiques, ils appellent ça le processus de transition, comme en Yougoslavie ou dans d'autres pays, conduiraient l'Iran à se tourner vers l'Occident. Pour le moment, avec l'entrée de l'Iran vers l'OCS, c'est aussi Moscou et Pékin qui gagnent au point. Je vais vous dire, pour chuter, un dernier mot, évidemment, puisque nous sommes sur Afrique Média, sur les leçons que l'Afrique doit retirer de tout ça. La première leçon, évidemment, c'est que tous ces pays qui étaient extrêmement faibles à l'ouverture du nouvel ordre mondial lors de l'implosion de l'Union soviétique en 1991, ont réussi à recouvrer leur indépendance. Ils l'ont fait en s'alliant dans une grande alliance géopolitique continentale. C'est une leçon pour l'Afrique. Les pays africains, s'ils veulent devenir indépendants, doivent se tourner vers le panafricanisme et, comme le rappelle mon ami Hubert Kamniam, vers au minimum les États-Unis d'Afrique et j'espère un jour un grand État panafricain. Mais il y a une deuxième leçon qu'il faut retenir, c'est les leçons de la diplomatie et de la politique de Poutine et de la Russie depuis 15 ans maintenant. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas essayé tout de suite de faire une grande Eurasie, etc. Ils ont inlassablement bâti un ensemble d'unions régionales, d'unions politiques, dans tous les domaines où c'était possible, la finance, l'économie, la diplomatie, la lutte contre le terrorisme, et ils l'ont fait toujours avec des partenaires qui n'étaient pas les mêmes. Ce qui fait de l'OCS, des BRICS et des autres organismes que parraine Moscou un ensemble explosif, c'est que quand on les met tous ensemble, on regroupe, comme je l'ai expliqué, on est évidemment dans la totalité de l'Eurasie et une partie du Moyen-Orient. La dernière leçon, évidemment, elle est claire et nette. L'Afrique a besoin d'alliés. Elle a besoin d'alliés opposés à ceux qui l'ont colonisé et recolonisé, c'est-à-dire Washington et ses porteurs de valises de Paris, de Bruxelles, de Londres ou de Berlin. Il y a un homme dont je souligne la grande stature politique, c'est le président de Guinée équatoriale, Obiang Mbasogo. Cet homme, en quelques années, a pris la tête d'un grand mouvement dynamique avec une grande modestie. Ce n'est pas un homme flamboyant comme Kadhafi, mais il fait avancer toute la cause de l'Afrique. Les Africains ne s'en rendent pas compte le plus souvent. Cette semaine a été signée entre la Guinée équatoriale et la Russie précisément
un accord de partenariat militaire qui ouvre les ports de Guinée équatoriale à la flotte russe. Déjà ce mercredi, il y avait dans le port de Malabo des frégates de la flotte russe qui sont actuellement donc dans l'Atlantique. Et c'est un événement capital parce que jusqu'ici, le golfe de Guinée, qui est une zone prioritaire de contrôle pour les Occidentaux, était sous la domination des flottes américaines, britanniques, françaises. Eh bien, ce qui créait un danger permanent pour tous les riverains du golfe de Guinée. Il y a un grand projet américain d'établir une grande base navale de l'US Navy sur la petite île de Sao Tomé, précisément en face de l'île de Bioko, où est la capitale de la Guinée équatoriale, Malabo. Eh bien, ce jeu unique, cette domination politico-militaire des Occidentaux, elle vient de se terminer simplement par l'accord de la Guinée équatoriale et de Moscou, l'axe évidemment Moscou-Malabo, qui ouvre le golfe de Guinée à la flotte russe, crée évidemment un port, un mouvement qui va s'allier, qui va permettre l'indépendance des riverains. Il y a 15 mois, Alain Michel, sur les antennes d'Afrique Média, j'abordais pour la première fois ce qui est mon cheval de bataille, l'axe Russie-Afrique. J'ai été incendié par certains panélistes, certains souriaient. Nous sommes 15 mois après le président Mnangagwa Mbasogo à Malabo, avec son accord avec la Russie, qui va déboucher bientôt sur d'autres accords de coopération militaire, vient de ramener la flotte russe pour la première fois depuis 23 ans dans le golfe de Guinée. C'est un premier pas, une première étape vers une Afrique qui se libérera avec ses partenaires d'Eurasie.